Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour LFNA TV, l'émission incontournable des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, nous sommes du côté de Celles-sur-Belle, du côté du stade précisément de l'entente sportive Celles-sur-Belle-Vérines pour constater l'avancée des travaux puisqu'ici, dans quelques semaines maintenant, un tout nouveau gazon synthétique va être installé. On va constater l'avancée des travaux dans un instant, mais avant cela, le sommaire avec pas mal de choses à dire ce soir. Une nouvelle fois, il y aura tous les résultats, les conséquences au classement, les calendriers dans un sprint final complètement fou. On va vous proposer des résumés de matchs comme d'habitude avec le dernier quart de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre Senon et l'US Lège Cap-Ferret. On vous proposera également le résumé du match entre les Girondins de Bordeaux et l'Aviron Bayonnais en National 3. Et puis on ira faire un tour du côté de l'île d'Oléron, de Marmande ou encore de Talence. LFNA TV numéro 92 en direct de Celles-sur-Belle. C'est parti. C'était une promesse des dirigeants de l'entente sportive Celles-sur-Belle-Vérines, une promesse également de Saïd Njimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, dans cette politique de créer de plus en plus de terrains en gazon synthétique. Eh bien, vous le voyez derrière moi, la promesse a été tenue puisque l'avancée des travaux est considérable. Les pelleteuses sont encore derrière moi, la terre a été retournée, il n'y a plus un brin de pelouse. Bientôt, les joueurs jaunes et noirs de l'entente Celles-sur-Belle-Vérines vont pouvoir fouler un tout nouveau gazon synthétique, ce qui va clairement changer la vie du club qui va désormais pouvoir se tourner vers du foot adapté. Ça va vraiment être un tournant dans l'histoire de ce club. On passe maintenant aux résultats, ils sont nombreux. Il y a bien évidemment le National 2, le National 3, la Ligue 2 ou encore la D1 Arkema. Galanterie oblige, le foot féminin pour débuter avec tout d'abord la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de football féminin, mais aussi la D1 Arkema. C'est tout de suite dans LFNA TV. On connaît désormais 3 membres du dernier carré de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine féminine avec la victoire et la qualification du CMO Bassins sur la pelouse de Mérignac-Arlac. Victoire 1-0 pour Bassins, victoire 3-0 pour Gradignan face à Mazères-Uzos-Rontignon. Victoire également de Limoges sur la pelouse de l'entente sportive La Rochelle. Qualification donc de Limoges Football. Et puis le dernier quart de finale reste à déterminer. Châtellerault attend de connaître le nom de son adversaire en quart. Ce sera soit l'AEJ Soyaux, soit Poitiers Trois-Cités. Toujours chez les filles, mais cette fois en D1, Arkema ont joué la 22e journée de championnat. Soyaux a logiquement été battu à domicile pour cette dernière par le Paris Saint-Germain, 3-0. Bordeaux est allé gagner au Havre 4-2 grâce notamment à un doublé de l'international Maël Garbino. Au classement, Bordeaux termine ce championnat à la 7e position. Soyaux, lanterne rouge, est relégué. L'OL a remporté le championnat de France de football féminin pour la 16e fois de son histoire. Un grand bravo et une grande pensée pour Jean-Michel Aulas, grand artisan de l'essor du foot féminin en France et qui quitte le club rhodanien après 36 ans de présidence. Après la D1 Arkema, on passe à la Ligue 2 BKT avec les résultats de la 37e journée. Vous le voyez en tableau avec la désillusion pour les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés 1-0 sur la pelouse d'Annecy. Victoire 3-2 dans la douleur et dans un match fou pour le Pau FC face à Rodez. Et puis victoire 2-0 de Guingamp contre Niort au classement. Très mauvaise opération pour Bordeaux qui, à une journée de la fin, se fait chipper sa 2e place par le FC Metz. Le Havre est toujours en tête. Pau est 15e avec un petit point d'avance sur le premier relégable Laval qui est 17e. Et puis dans le bas de classement, Niort et Lanterne Rouge avec seulement 28 points. La prochaine journée, elle sera décisive. Elle sera vendredi avec tous les matchs en multiplex à 20h45. La 38e journée avec Pau qui recevra Caen, Bordeaux qui affrontera Rodez mais qui n'aura pas son destin entre les pieds. Niort jouera face à Quevilly-Rouen. Il faudra pour Bordeaux compter sur un faux pas du FC Metz contre le club de Bastia. Le leader, le Havre, jouera face à Dijon. Après la Ligue 2, on passe au National 2. Avec les résultats de la 29e journée du groupe D qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine et une mauvaise opération pour Bergerac-Périgord qui est allé s'incliner 2-1 sur la pelouse d'Andrézieux-Boutéon. La victoire d'Angoulême-Charente dans le derby de Nouvelle-Aquitaine face à Trélissac. Et puis, vous le voyez en tableau, la victoire pour terminer sur une bonne note à domicile pour le Stade Bordelais face à Chamalières. Gaulle FC a remporté
le duel crucial face aux Herbiers sur la pelouse vendéenne. Au classement, ça va se jouer donc pour le titre et la montée entre le Gol FC et Vendée-les-Herbiers. Malheureusement, Bergerac-Périgord a dit adieu au rêve de monter en national. Bergerac-Périgord 3e, Trélissac 4e. On déroule le classement avec le Stade Bordelais qui est sûr de jouer en N3 la saison prochaine. Le Stade Bordelais 14e avec 29 points. On suivra avec attention les résultats et donc les buts de la 30e et dernière journée de National 2 qui aura lieu samedi à 18h avec le déplacement d'Angoulême-Charente sur le terrain de Saumur. Trélissac va affronter la réserve du FC Nantes et puis il y aura un déplacement périlleux pour le Stade Bordelais sur le terrain du Gol FC qui peut s'assurer du titre. Enfin, Bergerac-Périgord recevra le FC Vierzon. Le National 3 maintenant avec un duel importantissime dans la lutte pour le maintien qui avait lieu au complexe sportif Robert Monceau de Saint-Médard-en-Jalles. Un duel qui opposait la réserve des Girondins de Bordeaux à l'Aviron Bayonnais FC. La donne est simple. En cas de défaite, les Bordelais se voyaient relégués en Régional 1. Le résumé de ce duel palpitant avec beaucoup d'enjeux à la clé vous est proposé par notre correspondant Touami Nassiri. La réserve des Girondins de Bordeaux accueille l'Aviron Bayonnais dans un match ô combien important pour les deux équipes pour le maintien. Les visiteurs sont les premiers à mettre la pression sur un centre de Michael Fary. C'est Jérôme Yoncourt qui coupe la trajectoire sur un enchaînement contrôle, poitrine, frappe, mais le gardien adverse est vigilant. On joue la 17e minute, c'est sur un centre côté droit, repris en première intention par le défenseur bayonnais, repoussé par David Rouillard dans les pieds de Bilal Adraoui qui centre pour Lucelvin et Siena qui la reprend de volée et finit son chemin dans les buts et permet donc à l'Aviron Bayonnais de mener 1-0. La réaction des Girondins sur coup franc sera sans difficulté pour le portier adverse. Les hommes de Landry Bordagaré tentent d'enfoncer le clou, mais la frappe ne sera pas cadrée. On joue les dernières minutes de cette première période sur un coup franc bien tiré et repris par Emmanuel Juni Beyoumla, mais sa tête est sans danger pour le portier adverse. Avant que l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps avec un avantage 1-0 pour l'Aviron Bayonnais FC. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les visiteurs. Ils se mettent en évidence sur cette contre-attaque, mais la frappe est bien arrêtée par le portier des Girondins. Les visiteurs sur coup franc sont tout près de marquer le deuxième but. Les Girondins réagissent à la 54e minute sur cette frappe du capitaine, le gardien adverse Arthur Duval, impérial aujourd'hui, s'y prendra 2 fois pour arrêter le ballon. Sur cette offensive des locaux, c'est le défenseur adverse Jordan Short qui touche le ballon de la main et l'arbitre, sans hésitation, siffle le pénalty. C'est Logan Delaurier qui s'en charge, mais c'est sans compter d'un Arthur Duval infranchissable aujourd'hui qui arrête le pénalty. Les Girondins poussent à l'image de leur capitaine qui tente sa chance des 20 mètres, mais le portier adverse la sort du bout des doigts. Avant que l'arbitre de la rencontre siffle la pause fraîcheur avec une température avoisinant les 33 degrés. Les Girondins n'abdiquent pas et c'est au tour de David Tebili de tenter sa chance, mais sa frappe ne sera pas cadrée. C'est la dernière occasion pour les Girondins de Bordeaux. Sur un centre côté droit, la tête de Lucas Recroux bute sur un Arthur Duval des grands jours, alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match et c'est donc l'Aviron Bayonnais FC qui l'emporte 1-0 ici à Saint-Médard-en-Jalles. Une rencontre où on sent que notre destin il était de gagner
parce qu'on ouvre le score, on n'est pas les plus dangereux sur le match, même si la première mi-temps était assez équilibrée. On a été plutôt rigoureux défensivement, tactiquement. Puis la deuxième mi-temps, on a beaucoup plus souffert. Les Girondins ont appuyé. Notre gardien a arrêté un penalty. Il frappe le poteau, la barre. On se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Donc ça tourne pour nous ce soir, puisque ça nous maintient en 1-3 ce soir. Et c'est surtout dans le contexte du match, la difficulté qu'on a eue. On n'avait pas réussi à gagner des matchs comme ça. Et de le faire ce soir à ce moment-là de la saison, je tire mon chapeau aux joueurs parce qu'il y avait beaucoup de pression. Les autres résultats de la 25e journée de National 3 avec la victoire de la réserve des Chamois Niortais sur la pelouse de Châtellerault. Victoire 3-1, victoire 3-1 également pour les Jeunets d'Anglet face aux champions le FC Libourne. Victoire 2-1 pour l'Ège Cap-Ferré sur la pelouse du Stade Montois. Victoire en déplacement également pour Porte-Entre-deux-Mers 3-1 sur le terrain du CA Neuville. Beaucoup de victoires à l'extérieur avec celle de l'Aviron Bayonnais sur la pelouse des Girondins de Bordeaux et puis le nul 2 buts partout entre Guéret et Chauvigny. Au classement, Libourne était sûr de terminer champion et de monter en National 2. Les Jeunets d'Anglet sont pour l'instant deuxième devant l'US Chauvigny, troisième de ce classement. Quatrième, on retrouve la réserve du Pau FC. L'US Lège Cap-Ferré vient ensuite à la cinquième place devant Châtellerault, le Stade Poitevin, Niort, l'Aviron Bayonnais. Les Girondins de Bordeaux, dixième, accompagneront Porte-Entre-deux-Mers, Neuville, Guéret et le Stade Montois en National 3. Voici les 5 relégués donc de ce classement. La dernière journée de championnat ne changera rien. On vous donne quand même le programme de la 26e journée avec le champion, le FC Libourne qui recevra Châtellerault, l'US Lège Cap-Ferré face aux Jeunets d'Anglet, Porte-Entre-deux-Mers contre le Stade Montois, Chauvigny-Neuville, Pau FC réserve face à l'US Guérétoise, l'Aviron Bayonnais FC face au Stade Poitevin. Enfin, 2 réserves qui vont s'affronter, 2 réserves de clubs professionnels, la réserve des Chamois Niortais face à celle des Girondins de Bordeaux. Pour être tout à fait complet avant d'ouvrir notre page reportage, on vous propose comme promis la semaine dernière le résumé du dernier quart de finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Mardi dernier, l'US Senon recevait l'US Lège Cap-Ferré pour une place dans le dernier carré. Une rencontre totalement spectaculaire qui vous est résumée par Touami Nassiri. Bonjour, tout d'abord ce club il a 61 ans, il a fêté ses 60 ans l'an dernier, né en 1962, il fait partie d'un club omnisport qui a plus de 2500 licenciés. La section football fait cette année 620 licenciés, dont plus d'une soixantaine de féminines, 3 équipes seniors et l'ensemble des équipes du pôle espoir, de football à 11, qui jouent au niveau régional. Donc aujourd'hui on est un peu plus de 50 éducateurs bénévoles dirigeants pour gérer tout ce club. Et avec notre première au niveau R2 et notre réserve qui joue en départemental 1, district Gironde. Patch bonus, quart de finale, les joueurs se sont donné le droit de jouer une belle fête ici au Loré. De toute façon on n'avait pas le choix, on était le petit poussé, donc on était obligé de recevoir. On reçoit l'Ège, une très très belle équipe, l'Ège Cap-Ferré en N3. Un match bonus parce que notre match important est bien évidemment dimanche prochain, qui est le match où on espère pouvoir accéder en R1. On s'est donné les moyens de le faire et aujourd'hui un match avec un superbe soleil, du beau temps, un match pour se faire plaisir, et puis en espérant quand même qu'on va titiller l'Ège Cap-Ferré, même si on n'est pas favori.
Le petit poussé de ces quarts de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine, l'US Senon accueille l'US Lège Cap-Ferré, pensionnaire de National 3. Il fallait être présent à l'heure ici au stade. Au bout d'1 minute de jeu, l'US Senon trouve le chemin des buts sur cette excellente inspiration de Tolga An Ayar qui permet aux siens de mener 1-0. La réaction des hommes de Philippe Ollier ne se fait pas attendre. Sur cette excellente ouverture, c'est Alan Clément qui se présente seul et marque le but de l'égalisation à la 12e minute. L'US Senon, omniprésent, va une nouvelle fois trouver les chemins défilés sur cette excellente passe à 3. C'est Isiaka Fofana Cissé des grands jours qui trompe le portier adverse pour mener 2-1. Les visiteurs répliquent à la 33e minute sur cette transversale mal dégagée par le portier de l'US Senon qui atterrit dans les pieds d'Alan Clément qui égalise dans les buts vides à 2-2. Les hommes de Mohamed Makouki qui tiennent tête à cette équipe de Lège Cap-Ferré vont une nouvelle fois reprendre le score sur cette incompréhension entre le gardien et le défenseur adverse. C'est Lies Mansour qui inscrit le 3e but à la 36e minute. On joue la fin de la première période. C'est le défenseur de l'US Senon qui a du mal à dégager le ballon de la tête qui profite à Alan Clément qui la décale à Matteo Eper qui ajuste du plat du pied pour revenir à égalité 3-3. L'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période riche en buts et une équipe de l'US Senon qui veut créer la surprise de ce quart de finale. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les locaux. Les visiteurs mettent la pression sur la défense adverse et c'est Matteo Eper est tout près de donner l'avantage à son équipe. Senon réagit par l'intermédiaire de son capitaine et c'est sans compter d'un super arrêt de Lorim Diafouka dans cette action. Les visiteurs montrent un tout autre visage sur ce centre de Juna Zukoloto, bien repris de la tête par son capitaine Thomas Penalva qui prend pour la première fois du match l'avantage 4-3. Les locaux tentent de réagir sur ce coup franc d'Anas Farah qui frôle le poteau adverse. L'US Senon avec l'inarrêtable Isiaka Fofana Cissé qui tente un lob de première intention des 35 mètres, mais le gardien adverse repousse le ballon sur la barre transversale pour éviter le but. Les visiteurs tentent d'enfoncer le clou sur ce centre repris par Alan Clément qui dribble la défense adverse par une série de feintes de frappe pour finir ensuite le ballon dans les filets et donner définitivement la victoire aux siens 5-3 quand l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match et envoie l'US Lège Cap-Ferré aux demi-finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine et cette excellente équipe de Senon qui n'aura pas à rougir sur son match et son excellent parcours. Alors on va dire que la première je l'analyse avec des erreurs de notre part et on les paye cash. Donc il y a 3 occasions, 3 buts. Et voilà, donc ça fait partie des erreurs et d'où le changement à la mi-temps. Ça se peut, voilà, quelqu'un qui passe au travers, ben, c'est comme ça. Et puis après, j'avais dit en deuxième mi-temps que c'est bon, on avait fait nos erreurs. Maintenant, ben, il fallait quand même concrétiser et passer nous aussi devant au score pour voir s'ils peuvent remonter. Et on l'a fait, donc après, ben, 4-3 et 5-3. Ils ont une occasion ou deux, mais après, on va dire... et c'est une belle équipe. Ils méritent leur montée, ils méritent leur parcours en coupe, des 2 coupes, puisqu'ils sont encore en finale, je crois, de Coupe de Gironde. Donc c'est bravo à eux, c'est vraiment une belle équipe avec des joueurs d'expérience. On le savait aussi. Eh ben, on rentre de la première période avec des regrets, parce que je pense qu'on peut faire le break à la mi-temps. L'arbitre aussi, une petite erreur d'arbitrage qu'il reconnaît, puisqu'il fait reprendre le jeu, alors que mes joueurs ne sont pas prêts suite à une blessure d'un joueur légeois. Et suite à cette reprise, on encaisse un but évitable.
Donc du coup c'est regrettable puisqu'on encaisse le but de l'égalisation et on a l'opportunité de faire le 4-2 juste avant la mi-temps. On ne le fait pas. Par contre en deuxième mi-temps, voilà, il faut reconnaître la supériorité dans le domaine athlétique de Lège qui a beaucoup mieux terminé le match que nous. Après cette large page consacrée aux résultats, je vous propose désormais d'ouvrir une autre page, celle des reportages, et on va filer du côté de Talence où Florian Sabatier a posé sa caméra pour une journée de détection organisée par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose un premier reportage avant d'aller à Marmande pour les finales jeunes de Nouvelle-Aquitaine. Le programme de cette journée régionale qui regroupait 45 joueurs et joueuses. Nous avons commencé par un accueil avec les familles à 9h45 ce matin. On était au terrain à 10h15 et puis on avait prévu 3 procédés d'entraînement, 2 jeux et un travail de finition, ce qui nous permettait de voir les compétences offensives, défensives ainsi que les gardiens de but à l'heure. Et puis cet après-midi, après un repas pris ici sur les installations du club d'Arlac, Mérignac, nous avons effectué 3 x 40 puisque nous avions 3 équipes afin de voir aussi les joueurs dans les conditions réelles de match à 11. Ouais, chaque année les promotions sont différentes, plus ou moins intéressantes en termes de qualité, avec plus ou moins de joueurs. Mais non, cette année on voit vraiment des choses très intéressantes. On a découvert pas mal de joueurs dans les différents départements. On a profité aussi du travail des collègues dans les départements. Et non, on est vraiment satisfait. Là, on avait 45 joueurs avec les gardiens et les 4 filles. Et voilà, maintenant, ça va commencer le travail un peu plus difficile de choix. Et je pense qu'on va devoir se casser un peu la tête pour éliminer entre guillemets des joueurs ou pour faire des choix pour avoir un nombre 25, 26 pour le prochain stage qui va déjà arriver dès la semaine prochaine après le long week-end. Donc des choses intéressantes, de la qualité et voilà, des potentiels en devenir. Jouez là, jouez là, jouez là, jouez là, on essaye d'aller marquer, rapide. Oui. Fini. Ouais, bravo, bien joué. Très très bien. Sur ces âges-là, 13 ans, 14 ans, ça passe encore. Et puis de toute façon, ces potentiels féminins, comme tous les autres potentiels, ne sont pas jugés exclusivement sur leur morphologie, mais bien sur l'utilisation du ballon, sur leur capacité à régler les problématiques dans les situations. Néanmoins, à un niveau supérieur, quand ils vont quitter le pôle, à 16 ans, le football qu'ils vont rencontrer pour le haut niveau, ça va être un football où la morphologie aura aussi une place parce qu'il faut être solide dans les oppositions avec les autres joueurs du monde entier. Nous, dès qu'on peut et dès qu'on nous signale des potentiels féminins, on essaie de les voir et de les intégrer avec les garçons pour observer et pourquoi pas intégrer des filles. Ça a déjà été le cas dans notre pôle avec 2 profils, Carla et Stella Grondin. Donc voilà, c'est pas chaque année, ça peut être beaucoup une année puis assez peu une autre, voilà, c'est aussi en fonction des filles, mais on essaie à chaque fois de pouvoir les intégrer avec les garçons parce que je crois que garçons ou filles finalement c'est le foot qui gagne, donc l'idée c'est de ne pas faire de séparation et de pouvoir
pouvoir les intégrer, sachant qu'à partir de l'année 2024, la saison 2024-2025, le pôle espoir féminin basculera aussi sur les années collège. Donc il y aura certainement des mutualisations, des stages en commun pour pouvoir avoir cette vision un peu plus large sur des gens du même âge en fait, de sexes différents et du même âge. Oui, c'est la même chose. On estime que encore jusqu'à cette catégorie d'âge-là, on peut confronter et associer les jeunes filles avec les garçons. Malgré tout, en fonction de l'avancée morphologique, on voit quelques différences qui peuvent apparaître. Ceci dit, elles ont tout à fait bien répondu et rivalisé avec les garçons. Donc elles ont leur chance sur les mêmes critères d'évaluation et d'observation que les garçons. Allez, on rentre dans la séance, exigeant avec vous-même. Il y a un match après, on est exigeant, on se met en confiance techniquement. T'as le temps. Alors en effet, il y a un joueur qui a été entre guillemets repêché, revu, réévalué, qui avait un peu disparu du parcours de performance fédérale parce que toujours les mêmes choses, hein. Les joueurs le jour J ne sont pas forcément au mieux de leur forme. Donc le fait de placer la journée régionale un peu plus tard dans la saison par rapport à d'autres structures nous permet effectivement de pouvoir rattraper certains joueurs pour les évaluer de nouveau. Sur les détections, on sait que c'est générateur de stress. Nous, on se veut à détendre un peu le cadre et à les mettre dans les meilleures conditions et créer un climat un peu bienveillant et pour leur laisser la place à l'initiative. Mais on sait que fondamentalement, quand il y a des choix qui sont amenés et eux, ça génère forcément une appréhension, un stress qui est légitime. Vous comme moi, on a tous passé des examens, des tests et l'humain est ainsi. Et quand on a un peu d'appréhension et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, ça génère du stress dans le corps. Donc non, je pense pas qu'il y ait plus de stress ici qu'à la pitch. Parfois même, je pense que c'est l'inverse. Je suis passé là où vous passez. Ça n'a pas toujours été facile, comme je vous l'ai dit, je vous le répète. Mais voilà, lâchez rien, travaillez. Sur le terrain, mais à l'école aussi. C'est important. Et puis il n'y a pas de raison. Mais n'oubliez jamais le plaisir aussi. On sent que vous en prenez, et quand vous en prenez, vous en donnez aussi. Voilà. Donc félicitations, bonne continuation à tous et à toutes. Les filles aussi, félicitations, bravo. Après ce reportage à Talence, direction Marmande où se déroulait ce week-end des finales de jeunes. C'était le cas pour les U15 d'Angoulême-Charente et des Chamois-Niortais qui se rencontraient lors de la finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait également les finales d'accession U17 et U19 nationaux. C'est un reportage signé Flavien Vernet accompagné par Olivier Paulin. Comme s'il y avait but là. Bonjour à tous et bienvenue ici au programme d'aujourd'hui, la finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine opposant Angoulême face aux Chamois-Niortais. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par les Chamois-Niortais dans cette finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Avec le premier long ballon en profondeur sur le côté gauche. Ruben qui passe, Ruben qui va effacer son vis-à-vis, qui va centrer, attention le ballon qui traîne. Et le but peut-être. Non, l'arbitre qui signale qu'il n'y a pas de but. Que va-t-il décider? Et non, ce sera une touche. Une touche à jouer pour les Chamois-Niortais.
avec Thibaut qui porte le ballon. Il efface son vis-à-vis. Attention, le tacle et le penalty. Ça sera un penalty pour les Chamois niortais. L'opportunité pour ces jeunes U15 de prendre l'avantage dans ce match. Avec Enzo qui va s'élancer. Enzo, c'est un penalty transformé par le numéro 7. Ça fait 1-0 dans cette rencontre. Niort qui prend l'avantage. Le long ballon devant directement sur Yanis. Yanis qui efface son vis-à-vis. Il va pouvoir prendre de la vitesse. Il arrive dans la surface. Le tacle, attention! Le tacle et ça sera un penalty. Un nouveau penalty, mais cette fois-ci, il sera pour Angoulême avec Yanis qui a fait la différence sur son côté gauche, qui est venu provoquer le défenseur et obtenir le penalty. Et c'est Ewan qui va se charger du penalty. Et le penalty qui est transformé avec ce ballon en plein centre de la cage. Et ça fait donc un but partout dans cette rencontre passionnante. Et on est une nouvelle fois sur le côté gauche avec Yanis. Yanis qui va venir effacer une nouvelle fois. Oh, le crochet intérieur pour son attaquant qui va pouvoir tirer. Oh, attention, ça passe entre les jambes du gardien, mais ça sera juste à côté de la cage. Et c'est la mi-temps dans cette rencontre. Un but partout entre les deux équipes. Les formations qui sont au coude à coude dans cette rencontre. Et donc ça nous promet une deuxième période palpitante. Avec le ballon en profondeur sur Gabriel du côté droit. Gabriel qui va rentrer dans l'axe. Gabriel qui va centrer pour Ewen. Oh, le poteau de l'attaquant d'Angoulême qui malheureusement ne trouvera pas le cadre. Mais c'était une très belle action avec à l'initiative Gabriel sur le côté droit. Le long ballon à droite pour Niort. Avec le contrôle, la frappe du pied gauche. Quel arrêt de Lucas qui vient s'interposer d'une main ferme. Avec la récupération au milieu de terrain. On décale peut-être sur le côté gauche. Oui, c'est fait avec le face-à-face. Le tir du pied gauche qui vient se loger au-dessus de la cage de Louis. C'était une très belle action au milieu de terrain décalé sur le côté gauche. Mais malheureusement, le ballon qui ne trouve pas le cadre. Ruben avec le contre favorable pour Malik en profondeur. Malik qui avance, qui va essayer de tirer du pied gauche. Et ça sera un arrêt assez facile pour le gardien d'Angoulême. Et l'arbitre qui siffle la fin des 90 minutes. Et donc les deux équipes qui restent sur un score de 1 but partout et qui vont devoir se départager au tir au but. Morgan face à Lucas pour le premier tir au but. C'est tiré. Et quel arrêt de Lucas qui permet à son équipe de prendre l'avantage dans cette séance de tir au but. Jules qui s'élance et qui vient transformer ce penalty face au gardien des Chamois niortais, Louis, qui malheureusement n'a pas pu arrêter ce ballon. Le tir bien transformé cette fois-ci de la part de Thibaut du côté Chamois niortais. Noan le poteau rentrant avec de la réussite, mais c'était bien placé, il avait pris le gardien à contre-pied. C'est Malik maintenant qui va se charger du tir au but avec la feinte et le nouvel arrêt. Quel arrêt une nouvelle fois de Lucas qui est injouable dans cette séance de tir au but. Il lève le poing et il a bien raison. Bastien qui va essayer de transformer ce tir au but et malheureusement ce ballon qui s'envole et qui vient au-dessus de la cage du gardien. Iban qui tire et c'est bien transformé. Le gardien avait bien lu la trajectoire mais c'est un penalty parfaitement tiré. Le joueur qui s'élance et c'est un arrêt de Louis cette fois-ci qui permet à son équipe de prendre l'avantage dans cette séance. Corentin qui tire et le gardien qui n'a pas bougé, c'est parfaitement transformé.
Ewen qui a déjà transformé un penalty dans cette rencontre et ça sera le deuxième tiré exactement au même endroit. Ewen cette fois-ci qui s'élance et qui vient marquer dans le petit filet droit, c'est parfaitement fait. Et c'est au tour de Paul, attention s'il rate. Oh la barre et le Chamois niortais qui s'impose au tir au but, 5 buts à 4 et qui vient remporter cette Coupe de Nouvelle-Aquitaine face à son adversaire Angoulême qui n'aura pas démérité. Mais c'est les tirs au but, c'est la loterie et les Chamois niortais qui s'imposent. Extraordinaire, une finale à suspense, tout ce qu'on aime. Allez, le club il va remonter, allez Chamois, faut y croire. Bravo les gars, bravo. Ouais, jusqu'au bout du suspense, on peut le dire. Même dans la série, j'avoue que j'y croyais plus trop même au cœur de la série. Même si on a plutôt bien fini le match, mais Angoulême nous a vraiment donné du fil à retordre, ça c'est ce qu'on peut dire. On n'a pas su être aussi efficace qu'on peut l'être habituellement, dans le contenu surtout. Ce qui nous a empêché d'atteindre la surface adverse. Voilà, même si Angoulême l'a pas atteint beaucoup plus que nous, mais je les ai sentis un peu mieux ils ont pris, je trouve, l'ascendant un peu psychologique sur le match. Les garçons ont bien fini, on est tombé sur un très bon gardien aussi. On est tombé sur un très bon gardien qui a amené ses partenaires le plus loin possible dans le match. Donc voilà, après c'est toujours un petit peu particulier de finir sur les tirs au but, hein, c'est un peu la loterie. C'est un petit peu aussi l'image de la saison. Les garçons ont su rebondir à l'intérieur des matchs. Donc du coup, comme là, la série un petit peu a rebondi aussi, donc c'est un petit peu à l'image. Je les félicite énormément pour l'ensemble de leur parcours sur le championnat, sur la coupe. Et puis voilà, ça reste une victoire quand même, donc on va savourer et en profiter maintenant. Qu'est-ce qu'on ressent après un tel match? Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. La fierté. C'est au pénalty, donc ça, c'est encore grâce à plus. Dieu, monsieur. C'est encore plus. On a tous bien tiré. Bon, on a fait un peu une remontada au pénalty, mais c'est ici. bien. Seigneur ici. Okay, alors, champion mon frère. Bon match. Vas-y. Non, c'était un bon match, J'ai pas quoi dire. Comment on se sent par rapport à la séance de pénalty déjà? Concentré, je pense qu'on réfléchit pas trop. Et quand on la voit arriver sur nous, on est content, mais sinon après, il n'y a pas trop d'émotion. Ok, 2 mots sur le match les gars, ça a été dur jusqu'au bout. Ouais. On a été solide jusqu'au bout. Solide. Équipe et solidarité. À fond, on s'est battu pour les autres et on est fiers de ça. Pendant toute la saison, ça a été dur. Ouais. On a fait très bon match. On l'a fait, bonne saison, champion régional. On a tous les crampés. Là, on a bientôt une autre finale encore là, bientôt. Dans 2 semaines. On est fiers, on est content. À Moléon contre Choret. Un peu déçu? Un peu. Beaucoup. Dis-moi un peu ce match, parce que ce match il était fou finalement. Ouais, on a su revenir dans le match, ça c'est déjà bien. Et après, je suis pas trop déçu parce qu'on a quand même fait un beau parcours dans cette coupe. Voilà. C'est une déception, mais maintenant je pense qu'on n'a rien à se reprocher sur le contenu des 80 minutes, donc après c'est les pénaltys. C'est un geste technique, Niort a su mieux gérer ses émotions sur les pénaltys, bravo à eux. Finalement, elle débute mieux pour vous, cette séance de pénal? Elle débute mieux, je pense qu'on loupe le coche pour avoir plus d'eux. Mais après, bravo à Niort, ils ont géré mieux leurs émotions et ils méritent leur victoire. Et dans le match, dans le contenu du match, qu'est-ce qui a manqué finalement? Pas grand chose, le dernier geste, notamment en deuxième mi-temps, où on a 20-25 très bonnes
minutes et où on n'arrive pas à scorer alors qu'on y avait la tête un petit peu dans le sac. Et forcément, face à ce genre d'équipe-là, ça pardonne pas. Félicitations. Oh, touché la piste. C'est la fin des compétitions finalement, c'est la clôture par cette belle manifestation. On choisit toujours un lieu où la sécurité, l'ambiance est plutôt bonne. Et là on est vraiment servi. Donc 3 finales, U15, les montées en 17 nationaux et 19 nationaux. Donc ça va monter en pression là, ça va monter en gamme. Vous entendez derrière, ça souffle fort. Donc voilà, on est ravis, on est vraiment ravis. Alors cette finale, la première finale qu'on joue, c'est une première, explique-nous pourquoi. Exactement. Avant, juste à la fusion, il y avait la coupe U17. Par des problèmes de calendrier, de génération, on a préféré aller sur les U15, première édition et un sacré niveau. D'accord, donc là on va enchaîner avec les montées en 17 ans nationaux entre Saintes et Bordeaux Étudiants Club, qui est la surprise. Personne ne les connaît, mais voilà, ça va être une sacrée bataille. C'est important comme ça de réunir du public et de promouvoir ce football amateur, on va dire. Oui, après Covid, voilà, faut relancer la machine. On fait enfin des saisons complètes, le public est présent, le temps aussi, et sincèrement, on s'attend à une belle ambiance. Et bienvenue dans cette finale d'accession aux U17 nationaux. Un match qui va opposer Saintes Football face à Bordeaux Étudiants. Bordeaux Étudiants qui a fini premier de son groupe C, juste devant Bayonne Aviron. Et de son côté, Saintes Football qui a fini premier de son groupe A, juste devant Poitiers. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par les joueurs de Saintes Football avec un premier ballon sur le côté droit qui va directement en touche. Avec là un premier coup franc tiré au point de pénalty et le gardien qui vient parfaitement s'interposer des 2 points, c'est récupéré avec à nouveau un centre qui va arriver au deuxième poteau. Que va-t-il pouvoir faire? On essaye de dribbler en 1 contre 1, mais là un 2 contre 1 est venu face à lui et c'est une belle défense et un beau dégagement. Et là on essaye de combiner au milieu de terrain du côté de Bordeaux avec attention là ce ballon perdu, le ballon en profondeur pour l'attaquant qui va se retrouver en 1 contre 1 avec le défenseur qui essaye de tirer et c'est un ballon contré, non c'est une position de hors-jeu indique l'arbitre. On en profite pour s'hydrater, il fait très chaud en ce samedi. L'entraîneur de Bordeaux Étudiants qui en profite pour donner quelques consignes à ses joueurs, tout comme l'entraîneur de Saintes Football. Noam au milieu de terrain pour Jean-Marie qui essaye ce petit contrôle orienté. Il est passé, il va se retrouver en 2 contre 1 sur le côté gauche. Avec la feinte, il revient, oh que c'est magnifique. Avec le centre qui va filer droit dans les gants du gardien. Alors que là, 2 joueurs s'apprêtent à rentrer du côté de Bordeaux Étudiants. Avec le numéro 12 Maël et le numéro 13 David. Et la touche à négocier du côté de Saintes avec Nolan. Nolan entouré par 4 joueurs. Que va-t-il faire? Il arrive à s'extirper, à décaler sur le côté gauche avec Florent qui va ramener la frappe. Florent qui vient marquer ce premier but dans cette rencontre et qui va permettre à son équipe de mener 1-0 dans cette rencontre. Une belle option prise par les joueurs de Saintes dans cette finale d'accession aux U17 nationaux. Et les supporters, on le voit, qui exultent après ce premier but de leur équipe, qui font la course en tête désormais.
Le corner est tiré de la droite vers la gauche avec la tête qui passe juste à côté du cadre. Le joueur qui s'était élevé plus haut que tout le monde, mais malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Avec un nouveau coup franc. Elle revient dans les pieds d'Alexandre qui frappe. Et cette frappe qui est un petit peu trop molle pour venir inquiéter le gardien adverse. Sa bataille au milieu de terrain avec ce ballon en profondeur pour Florent qui va se retrouver en face à face. Florent qui vient marquer en face à face avec le magnifique travail de Malone qui vient servir son attaquant en profondeur. Et ce dernier qui n'a plus qu'à effacer le gardien d'une magnifique frappe croisée. Ça fait 2-0 dans cette rencontre. Les joueurs de Saintes qui prennent une sérieuse option sur la victoire. Avec cette passe en profondeur sur Nolan. Nolan qui efface le gardien qui était sorti. Il va ajuster du pied gauche. Nolan qui vient inscrire le 3e but dans cette rencontre. 3-0 pour les joueurs de Saintes Football qui ont désormais les U17 nationaux en ligne de mire. Et on les voit fêter ce but avec leurs jeunes supporters venus nombreux pour les encourager cet après-midi. Avec ce ballon en profondeur sur Malone une nouvelle fois qui va peut-être arriver en 1 contre 1 face au gardien. Quel tacle, c'est très bien défendu avec attention Malone qui continue quand même, qui vient effacer son vis-à-vis avec le centre en retrait. Le centre en retrait pour Florent. Florent qui vient frapper et ce ballon qui passe au-dessus du cadre. Et un coup franc pour Bordeaux étudiant, pourquoi pas venir réduire la marque avec ce coup franc tiré et c'est Matisse qui vient s'interposer avec ce ballon qui vient directement dans ses gants. Noam au coup franc, Noam qui s'élance, Noam qui tire, qui va tirer juste à côté de la cage du gardien de Saintes Football. Et c'est terminé ici, les joueurs de Saintes Football qui s'imposent 3-0 face à Bordeaux étudiant. Ces joueurs qui ont été bien supérieurs pendant toute la durée de cette rencontre. Ils n'auront laissé aucune chance à leur adversaire. Ces joueurs qui évolueront donc en national l'an prochain. Ça va être difficile en première mi-temps. Un peu de peur avec le fait de l'événement, la finale. Un peu d'appréhension, ils ont eu un peu de mal. Deuxième mi-temps, on s'est remobilisé. Et puis je pense que c'est mérité tout simplement, comme ils l'ont fait tout au long de la saison. Invaincus toute la saison et c'est amplement mérité. Ils ont bossé pour et donc félicitations à eux. Comment on se sent là? Euphorique forcément. C'est historique dans l'histoire du club. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas été à ce niveau-là. Donc un sentiment de soulagement et d'accomplissement avec le travail qu'ils ont fourni toute l'année. Je continue la première, t'as vu vraiment. Allez, c'est un match, c'est bien, vous êtes arrivés là. C'est bien les gars. Merci. Allez. C'est bien les garçons. Comment on vit ce match là? On est content, hein, c'est un bon parcours. On est intervenu en plus, non, c'est un bon parcours. Franchement, on est content. En plus, on est invaincu. Du coup, on clôture bien la saison. Invaincu, 17-9, les gars restent à l'affût. 17 demi-finale 3-0. Invaincu. C'est la plus faible. Les petits poussés, Personne nous attendait, Au doublé, on va dire peut-être aller homme du match. Ouais, voilà. Explique-nous un peu tes buts et puis ce que tu ressens là maintenant. Bah, franchement, premier but, je me rappelle même plus, je suis content. On kiffe, hein. Bah non, on va juste profiter, on va rentrer Clubhouse, on va rentrer à 2h du matin chez nous et on va kiffer. Hein. On est en 17-9. Bien sûr. Voilà. Il était pas facile ce match finalement. Ouais, il était pas facile, il était dur, mais on s'est bien débrouillé. Voilà. On s'est bien débrouillé, on est content du résultat. Tu te rappelles plus les buts? Je sais
qu'à un moment j'ai coupé vers l'intérieur et deuxième but c'était aussi un vérin. Voilà. Et quel sentiment, t'es dans quel état là? Ah là je suis soulagé. Là je sais qu'on l'a fait. Voilà, champion mon frère. Il est trop fort, la Villeneuve il est trop fort. Il est trop fort. On a vaincu, voilà, on est content quoi. Voilà. Maintenant on se retrouve en national. On va tout casser, j'espère. Et puis c'est dur de jouer sa saison. Moi j'ai une pensée pour le Bec parce qu'ils font une belle saison aussi. Et jouer sa saison sur un match comme ça, sec, c'est hyper dur. Voilà, maintenant, c'est le foot. Et à chaud, quelle analyse tu as du match? On a fait le match qu'il fallait, on a été patient en première mi-temps. On savait que ça allait vite devant, on les a attendus. Après, c'est pas notre meilleur match, mais des fois il faut savoir gagner comme ça. Les garçons ont fait un super match, ils ont tout donné, ils ont osé, ils ont réussi à jouer au football. Malgré l'enjeu, on a été beaucoup critiqués tout au long de l'année, beaucoup, et je trouve qu'en finale on a montré du football. Après voilà, c'est une défaite, c'est comme ça, il faut apprendre des défaites aussi. Je suis très très fier des garçons et du club, et puis bravo Sainte et bonne continuation. Bonsoir à tous, bienvenue au programme du jour, la finale d'accession en U19 national avec deux très belles équipes sur le terrain. D'un côté on a le Pau FC et de l'autre côté le Trélissac Football Club. C'est parti, le coup d'envoi est donné par les joueurs de Pau avec là le premier ballon sur le côté gauche. Avec la touche qui joue au milieu de terrain du côté de Pau avec attention la récupération, on envoie le ballon loin devant, direction Pablo avec la sortie du gardien, magnifique, très belle anticipation de Michael. Sur le côté droit pour Pau avec le centre qui est contré, il va revenir le centre du pied gauche cette fois-ci, la tête dans les bras du gardien de Trélissac. Une nouvelle fois l'action pour Pau FC. Avec sur le côté droit, on oriente, on va chercher le centre, le tir qui passe juste à côté de la cage de Kimo. Le corner qui va être tiré de la droite vers la gauche, il est tiré au premier poteau avec la tête de Matteo, et c'est le but Matteo qui permet à son équipe de mener 1-0 dans cette finale très importante, synonyme d'accession en U19 national. Mathis qui va tirer ce coup franc, le coup franc qui est bien tiré avec la tête qui n'est pas assez puissante et qui va tout droit dans les bras du gardien. Alors on en profite pour s'hydrater de chaque côté, les entraîneurs qui en profitent également pour donner les quelques consignes pour corriger quelques problèmes tactiques sur le terrain.
Et on est reparti du côté de Trélissac, sur le côté gauche avec Mathis. Mathis qui va aller provoquer en 1 contre 1, c'est bien fait, il centre. Et le but de Pablo qui était là pour réceptionner ce centre. Et quelle action de Mathis qui est venu provoquer en 1 contre 1, éliminer son adversaire et délivrer un véritable caviar à Pablo qui vient marquer et égaliser. Ça fait 1 partout dans cette rencontre. Avec ce ballon dans la surface de réparation décalé pour Matteo, le tir complètement raté. Le tir de Matteo qui aurait pu pourquoi pas inscrire un doublé, mais malheureusement cette frappe qui s'envole un petit peu trop. Avec là l'entrée de Kevenson du côté de Trélissac. Le corner pour Trélissac qui est tiré, c'est renvoyé. Ça va peut-être revenir avec ce ballon aérien. La belle sortie de Michael qui vient s'interposer et soulager son équipe. Avec le contre favorable qui va peut-être profiter le centre. On a essayé de mettre la tête avec Matteo au second poteau qui réceptionne ce ballon et qui malheureusement ne pourra pas tirer comme il le voulait, avec un très très bon retour à noter de la part du défenseur de Trélissac. Avec là le tir et ça sera directement dans les bras du gardien et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Les deux équipes qui se quittent au bout de 45 minutes sur un score de 1 partout. Tout reste à faire dans cette seconde période. Avec là le coup d'envoi pour Trélissac. On envoie directement un long ballon directement dans les bras de Michael. Et le coup franc qui est joué rapidement. Attention, personne n'a suivi du côté de Trélissac avec Diamond Moïse qui va centrer. Le tir qui passe juste au-dessus de la part de Jojo, malheureusement qui n'a pas pu rabattre ce ballon comme il le voulait. Et ça fait toujours un but partout. Avec attention ce ballon récupéré du côté de Trélissac qui est la frappe de Mathis qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Et on combine avec attention sur le côté droit, Damon Moïse qui va provoquer en contre 1, qui va donner à son coéquipier Raphaël qui va pouvoir centrer. Et à la réception ce sera Nolan qui vient frapper. Et malheureusement cette frappe qui passe juste à côté du cadre. Et on va essayer de faire entrer du sang frais du côté de Pau avec Kevin qui va re-rentrer ainsi que Thibaut qui va faire son entrée. Avec attention, ce bon ballon en profondeur. Kevin sur le côté gauche avec Kevenson. Quel arrêt de Kimo qui vient empêcher un but très important pour son équipe. Avec le long ballon devant. Qui a à la réception, attention à ce ballon, il faut bien le négocier. Il est mis en retrait, attention, il est peut-être un petit peu court. La récupération de l'attaquant et qui vient marquer. Et le but qui va être annulé pour une faute sur le gardien du Pau FC. Avec attention, un coup franc qui est frappé tendu devant le gardien. C'est récupéré avec Urvan qui va tirer. C'est bien récupéré sur la ligne de la part du défenseur de Trélissac. Avec le renversement de jeu sur la gauche, c'est bien fait. On va prendre le temps d'orienter, de construire. Avec là, on efface son vis-à-vis. Le centre, le tir, le ballon qui est reparti comme il est venu. L'attaquant qui n'a pas pu rabattre ce ballon dans la cage malheureusement. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Un but partout entre les deux formations qui vont devoir se départager au tir au but. Allez, cette séance de tir au but qui va débuter.
Le premier tir pour Pau FC face à Kimo et c'est transformé. C'est transformé de la part du joueur du Pau FC. On s'élance, le capitaine qui ne tremble pas et qui vient marquer tout en chambrant le gardien. Le gardien qui essaye de tromper la vigilance, mais c'est bien tiré, c'est inarrêtable. On s'élance, une nouvelle fois très bien tiré au centre de la cage du gardien, Michael. Le tir et quel arrêt! Quel arrêt! Le premier arrêt dans cette rencontre signé Kimo. Le tir sur la barre. C'est sur la barre. Et Michael qui peut se saisir du ballon. Et ça fait un pénalty raté de chaque côté. OFC et l'arrêt. L'arrêt une nouvelle fois de Kimo qui est monstrueux sur cette séance de tir au but. Il s'élance et s'est transformé en plein centre. Joueur du Pau FC qui va s'élancer, il tire et c'est à côté. Le ballon qui passe à côté et Trélissac qui remporte cette finale et qui sera donc en national l'an prochain. Quel match et quelle finale cet après-midi entre les deux équipes de Trélissac et de Pau. Et c'est Trélissac qui s'impose 1-1 après 90 minutes de jeu et 3-2 au tir au but. Oh, on l'a fait! Ouais, Timo, je crois que t'es un peu le héros là, non? Ouais. Alors explique-moi un peu ce qu'on ressent. À l'instant, on est content, on est là. On est venu, on n'était pas favoris. Timo. On aura montré ici. Maintenant c'est nous 19 nas, c'est nous 19 nas. Derrière le Maghreb, c'est lui. 19 nas, on y est. Et les 7 nationaux. Voilà les gars. Merci Chamel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des sauts de bonheur là. C'est ça, ouais. On vient de loin. On n'était pas attendu. C'est que du bonheur. On concrétise la saison et du travail depuis des années, donc c'est super. Comment t'as vécu le match? Difficile quand même. On était le petit poussé. On n'était pas attendu à ce niveau-là d'être sur la finale. Donc c'est que du bonheur. On a joué avec nos valeurs, nos atouts et ça nous a réussi. Voilà. Un match chaud jusqu'à la fin quand même. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci. Et donc accession en National 1 maintenant? 19 nationaux. 19 nationaux, voilà. Oui, pardon. Après, c'était pas l'objectif du club, mais bon, on va voir avec notre président maintenant et puis on va essayer de voir ce qu'on va faire l'année prochaine. Voilà. J'y crois pas, c'est trop beau. On l'a fait. Trop beau. On l'a fait. On est en national, je sais pas comment on a fait. Bon polo, c'est... victoire au penalty, un partout. Je pense qu'on a fait un bon match, on a été dans l'intensité. Les pénaltys, on a eu un bon gardien qui a fait la différence. Et franchement, je pense qu'on mérite cette victoire, les mecs. Hein. Merci tous les supporters, y compris de Trélissac, de quitter le terrain. Qui? Il tire. C'est
base ou pas? Tous les joueurs et où ils tirent. Leur numéro, ils tirent 8, gauche, mi-hauteur, tous, je les ai tous marqués. Ah, donc ça a servi ça. Ça a servi. Allez, mesdames et messieurs, je compte pour un maximum d'applaudissements. C'est les images qu'on veut voir. Allez les gars. Et merci. En fait, il y a quelques semaines, Vincent Vallée nous a sollicité pour voir si on pouvait organiser les finales régionales. Et comme c'est assez rare, on en a profité parce que c'était l'occasion de mettre en lumière un petit peu le magnifique complexe qu'est Michelon, grâce aux gros efforts faits par la mairie de Marmande. Et aussi d'accueillir le très haut niveau de la Ligue de foot Nouvelle-Aquitaine chez les catégories jeunes qui nous intéressent énormément puisque ça fait 4-5 ans qu'on est vraiment sur une politique de formation. Voilà, on est très heureux d'avoir vu un petit peu les futurs concurrents, notamment pour nos U17 nationaux. Et puis on a vu aussi ce qui se fait de mieux aussi au niveau U18. Et on félicite bien évidemment les vainqueurs, les 3 vainqueurs du groupe. Et on remercie surtout aussi la Ligue de foot Nouvelle-Aquitaine pour nous avoir fait confiance, les services de la mairie de Marmande et bien évidemment tous nos bénévoles. Super, oui, parce que Marmande en fait avait remporté cette coupe l'année dernière en U17, c'est ça? Alors l'an dernier, effectivement, oui, les finales étaient à Saint-André-de-Cubzac. Et il faut dire qu'on n'était pas trop favoris. Un petit peu comme Tréissac là, pour la montée en U19 nationaux, effectivement, on s'était qualifié au tir au but pour accéder au championnat U17 nationaux. Du soleil, des gens, on rappelle que c'était gratuit, c'était la fête du football. Oui, c'était une très belle réussite. Ça fait toujours plaisir de voir beaucoup de monde dans la plaine de Michelon. Comme l'a dit Bertrand, c'était vraiment pour nous une belle opportunité d'accueillir ces finales-là. Donc on remercie vraiment la Ligue de nous avoir fait confiance et de nous avoir donc du coup choisi pour pouvoir organiser cet événement. On a le beau temps, on a eu de belles équipes, du beau jeu. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit une après-midi festive. On continue notre petit périple en Nouvelle-Aquitaine. On quitte la terre ferme, on file sur l'île d'Oléron où cet été, au mois de juillet, va avoir lieu un événement exceptionnel, un événement organisé par la fondation du Real Madrid. Plus d'explications avec ce reportage signé du duo Mathis Ferrand, Arnaud Mercière. Un premier pas sur les traces de Karim Benzema, Luka Modric ou encore Toni Kroos. Du 17 au 21 juillet prochain, 101 enfants de 7 à 16 ans participeront à un stage organisé par la Fondation Real Madrid sur l'île d'Oléron. Un stage unique avec comme récompense pour le gagnant un voyage à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Ce mardi 23 mai, Joël Godin, membre de la Fondation Real Madrid, a présenté le stage aux futurs participants et à leurs parents. Un stage qui doit apporter un nouveau souffle au travers du sport à l'île d'Oléron. On avait l'opportunité de venir sur l'île d'Oléron, donc on a sollicité le président et ils ont pris un an de réflexion sur ce sujet. Et ça permet de donner un nouvel élan aussi à l'école de football et de faire venir le Real Madrid, notamment par rapport à l'image,
mais aussi à tout ce que ça peut apporter autour de l'île d'Oléron. Pour désigner le grand vainqueur de ce stage, l'aspect technique, tactique et psychologique des joueurs seront évalués au travers d'outils innovants. Ce stage, bien sûr, est conçu par le centre de formation de Valdebebas. Et à partir de là, on parle football. Il y a d'autres stages et d'autres concepts qui sont différents. Et là, ils sont complètement intégrés comme s'ils étaient au centre de formation, les enfants, avec une structure, une organisation. Et c'est ouvert à des licenciés et non licenciés, garçons et filles. Les filles ne sont pas mises de côté, bien au contraire. Les jeunes footballeurs devront également assimiler les valeurs du club de la Maison Blanche. C'est aussi une transmission des valeurs du plus haut niveau, qui est l'image du Real, vers ses enfants. L'enfant, il doit nous saluer. Il doit respecter son partenaire. Il doit respecter le matériel. Il doit le ranger correctement par rapport à ce qu'on va leur montrer. Une aventure qui va mêler l'aspect physique et mental du ballon rond. Ça veut dire que vos enfants, à partir du mardi, il n'y a pas que physiquement qu'ils ont pris, c'est que psychologiquement, on commence à les user. La rigueur qu'on met sur nos stages, sur l'attitude, l'écoute, et puis la variété de nos exercices fait qu'ils vont complètement découvrir sur cette première journée le matériel innovant, la technologie, la variété des exercices, des situations qui sont complètement différentes. Une expérience de grande envergure pour ces footballeurs en herbe, dont Jacques Moquet, vice-président du club de l'île d'Oléron Football, se montre très satisfait. Je pense que c'est pour l'image de marque de l'île d'Oléron, c'est quelque chose d'exceptionnel. On en a fait d'autres, on a fait plein de choses ici dans l'île d'Oléron, mais à chaque fois, il faut se remettre en question. Et puis, la vie évolue, le sport évolue, les valeurs évoluent. Donc, il faut à chaque fois se remettre en question. Un événement qui a pour but de favoriser le tourisme autour de l'île d'Oléron par le biais du football. On veut faire de l'île d'Oléron du tourisme sportif. Donc, ça commence par ce genre de manifestation, pour faire voir qu'on est capable d'organiser, d'avoir des bénévoles, des structures qui font que l'île d'Oléron et ce club en particulier sont capables de recevoir un événement d'une telle importance qu'on peut dire c'est un événement un peu international, quoi. Un apprentissage qui devrait faire grandir ces Oléronais. La valeur sportive, la valeur humaine, peut-être un regard sur l'extérieur, parce que c'est des éducateurs qui vont leur amener des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas au niveau de leur éducation sportive, mentale. Le vainqueur couronné par les éducateurs aura le privilège de visiter le centre d'entraînement du club Meringué. Toute cette évaluation sur l'attitude, le comportement, le respect dans les exercices, dans les situations, dans les jeux, fait qu'aujourd'hui, plus les tests, bien sûr, va nous permettre de nominer, je suppose, le joueur qui aura requis toutes ces valeurs. Le coup d'envoi sera donné le 17 juillet prochain sur l'île d'Oléron. On termine cette émission 92 d'LFNA TV là où elle a commencé, à savoir devant la tribune du club de l'Entente sportive Celles-sur-Belle-Verrine, à qui l'on souhaite évidemment une future saison parfaite avec le tout nouveau gazon synthétique. Je remercie toute la rédaction d'LFNA TV pour la préparation de cette émission, avec notamment Florian Sabatier, Touami Nassiri, Mathis Ferrand, Arnaud Mercière, Flavien Vernet ou encore Olivier Paulin. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à rester fidèles, à commenter et à partager cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, même jour, même heure, avec le numéro 93. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, le football, qu'il soit amateur ou professionnel, ça reste un jeu.